Le chef de l'exécutif français Emmanuel Macron était sur le continent africain la semaine écoulée. La première étape était le Gabon où il a participé à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo. Ensuite, l'Angola où des questions commerciales et économiques ont été abordées entre Luanda et Paris. Au Congo-Brazzaville, il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso et puis la République démocratique du Congo où, à part les questions économiques, il y a eu également la question du mouvement 23. Cette question a été abordée par les deux chefs d'État. Louis Magloire Kemayou, bonjour, vous allez Bonjour, bien? merci. Avec vous, on va faire le bilan de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. D'emblée, Louis Magloire Kemayou, quel bilan vous pouvez faire de cette tournée? C'est vrai que c'est une visite qui fait suite à un discours de politique générale de la France en direction de l'Afrique et quand Emmanuel Macron, ses propos, ses attitudes, l'attitude de ses interlocuteurs, de ses homologues étaient très attendus. Mais je crois que au-delà de tout ce que l'on sait jusqu'à présent sur les ambitions qui étaient celles du président Macron, celle de montrer que il va au charbon pour montrer qu'il y a une nouvelle politique française en Afrique qui est possible et qu'elle peut se faire sur des terrains qui ne sont pas les terrains traditionnels, même si c'est avec des alliés et des partenaires traditionnels. Sur ce terrain-là, il y a beaucoup à dire. On a vu le clash, le mini-clash qu'il y a eu avec le président Tshisekedi concernant le mouvement du M23 que vous releviez. Yeah. Il y a eu également la coopération agricole qui a été remise à niveau concernant la collaboration avec l'Angola. Mais on ne peut pas oublier le pétrole qui a été probablement au cœur des discussions et au Congo-Brazzaville et au Gabon, même si le thème au niveau du Gabon était plus celui de la forêt et qu'au niveau du Congo-Brazzaville, on était sur quelque chose de mémoriel, puisque Brazzaville était la capitale de la France libre et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette France libre-là et ce qu'elle a fait pour l'Afrique une fois qu'elle a été libérée. Parlant justement des termes, des thèmes, le thème du Gabon, on parle de ce sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Pas grand-chose en réalité. C'est vrai que la France est venue pour montrer que la question de la préservation de l'environnement lui tient à cœur et qu'elle voudrait bâtir un partenariat gagnant-gagnant là-dessus avec les pays africains. Mais il n'y a pas grand-chose que la France peut faire pour les pays africains en la matière, justement. Elle a quelques entreprises qui commercialisent le carbone, qui permettent de faire que le principe de pollueur-payeur qui avait été émis depuis les années 2000 soit enfin appliqué, mais les pays africains attendent leur part du contrat. Ils le remplissent. Le bassin du Congo est le deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie et avant les forêts d'Asie du Sud-Est. Et donc, pour nous, le contrat, il est rempli. Maintenant, comment est-ce que les pays du Nord arrivent à faire? Parce qu'aujourd'hui, dans cette question du réchauffement de la planète et de l'écologie, ceux qui polluent sont au Nord et ceux qui subissent sont au Sud, notamment en Afrique. Et donc, si nous faisons notre part, la question est de savoir jusqu'où les pays du Nord, France comprise, vont pour que les efforts soient équitables et que l'on se retrouve dans l'équation de la préservation de l'environnement. Et je pense que là-dessus, il y a eu plus de promesses que de réalisations et ça fait trop longtemps que l'on en a une politique de promesses sans suivi sur le terrain des résultats. Alors 2023, c'est également l'année des élections là-bas au Gabon. Et pour certains, le président Macron est venu pour un objectif précis. On avait écouté un journaliste, il s'appelle Orka Moele, par exemple, critique du gouvernement, qui dit que le président Macron est venu juste apporter son soutien au président Ali Bongo Ondimba. Vous Vous le savez, voyez ainsi aussi? non, c'est vrai que l'agenda politique au Gabon fait que dans 6 mois, il y a une élection présidentielle et qu'il faut s'y préparer. Euh, Est-ce qu'il faut y aller après l'élection ou avant? Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour aller dans un pays, mais ce qui est certain, c'est que à chaque fois qu'on parle de l'exploitation politique d'une visite, ça concerne toujours les pays africains. On ne m'a jamais dit que dans les pays d'Amérique latine ou dans les pays d'Asie, on ne va pas tous les citer, mais il n'y a que des démocraties et que les gens n'y vont que pour la démocratie ou quand il n'y a pas risque de récupération politique. La Chine n'est pas une si grande démocratie que cela, si l'on s'en tient aux critères occidentaux. Euh,
ne faisons pas la liste. Disons simplement que la question n'est pas de savoir si on exploite politiquement ou pas. C'est que c'est un jeu de gagnant-gagnant où les États jouent leurs intérêts et il n'y a pas de sentiment là-dedans. Si la France gagne à aller au Gabon pendant le One Forest Summit et que cela lui permet de se positionner comme un partenaire privilégié du Gabon qu'il n'est plus depuis quelques années, tant mieux. Si le Gabon, en face de cela, arrive lui aussi à tirer son épingle du jeu grâce à ce rapprochement avec la France, c'est tant mieux. Mais le fait est qu'aujourd'hui, pour les pays africains, l'horizon de la coopération ne se limite plus à la France. Et si la France vient pour rappeler qu'elle est encore là, elle ne doit pas venir les mains vides. Il faut qu'elle soit convaincante dans un premier temps par rapport à sa posture et que dans un deuxième temps, en matière dans la balance, qu'elle apporte des choses que les autres n'apportent pas. Et je pense que c'est à cette aune-là qu'on peut mesurer le succès ou pas de la visite d'Emmanuel Macron. Mais pour le moment, je crois qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions parce que de toute façon, ce qui a été dit attend d'être réalisé et tant qu'il n'y a pas eu les premiers signes de réalisation, on ne peut pas tirer de bilan. On voit également, le Magloire Kemayou, que la France élargit, si on peut le dire, son champ de coopération en Afrique. On avait vu déjà le président Macron, c'était au Ghana, également au Nigeria, puis en Guinée-Bissau. On l'a vu en Angola, précisément Luanda. Il est parti faire quoi? Je crois qu'il y a en filigrane, qu'on le veuille ou pas, la question de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, donc de la France également. L'Angola est le deuxième producteur de pétrole et de gaz du continent africain. Cela n'a échappé à personne et surtout pas à Emmanuel Macron et encore moins à Total, qui est une entreprise française qui fait déjà des affaires en Angola. Donc je pense qu'on ne peut pas retirer cela de l'intérêt que cette visite avait pour le président Macron. Après, on nous a parlé de l'agriculture, de la diversification de l'économie qu'il faut opérer sur place. Ce que je retiens simplement, c'est que nous sommes dans un contexte de mondialisation où l'Afrique aujourd'hui a le choix de ses partenaires. La France veut montrer qu'elle aussi arrive au-delà de ce qu'on a appelé son précaré, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, est capable d'aller discuter avec d'autres pays africains. Mais ce n'est pas un exploit que de discuter avec d'autres pays africains. S'il existe des sommets Afrique-France dans lesquels le président français reçoit au-delà des anciennes colonies et que par mois cela se passe dans les pays africains, c'est que la France a déjà diversifié son partenariat. C'est exactement ce que l'Afrique est en train de faire depuis quelques années. C'est-à-dire ne plus traiter uniquement avec la France, mais arriver à traiter avec le Brésil, avec l'Argentine, avec le Chili, avec l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran et d'autres partenaires. Israël, pourquoi pas. Donc la France diversifie et c'est tant mieux. Et c'est ce que nous faisons également. Cela est interprété côté africain comme un sentiment anti-français. Mais ce n'est pas grave, c'est la diplomatie qui en va ainsi. Le Gabon, où s'est tenu le One Forest Summit, il ne vous a pas échappé que c'est un pays qui a été une colonie française dans le passé et que ce sommet en lui-même porte un nom qui est en anglais. On parle du One Forest Summit. Ce n'est pas le sommet en français traduit, quoi, où vous avez un terme uniquement en français. Donc, nous sommes dans un contexte de diversification des partenariats et c'est tant mieux. Si la France fait une diversification en allant vers des pays africains qui ne parlent pas forcément le français, c'est tant mieux. Il y a des pays africains aujourd'hui qui parlent également l'anglais, par moment le portugais, l'espagnol ou le russe, le chinois, par moment. Pourquoi pas? Au même moment, on sent que, par exemple, la France est en train, dans ses démarches, de suivre également la Russie. On a vu Sergei Lavrov récemment en Angola. Oui, Sergei Lavrov prépare le deuxième sommet entre la Russie et les pays africains qui va se tenir à Saint-Pétersbourg et c'est de bonne guerre qu'il soit sur le terrain africain. Mais le vrai concurrent de la France sur le continent africain, c'est pas la Russie. La Russie est là pour des sujets, je ne vais pas dire marginaux, parce que la sécurité n'est pas un sujet marginal, mais elle n'est pas aussi importante que la Chine ou certains pays de l'Union européenne aujourd'hui, ou voire même les États-Unis qui commencent à intervenir sur le terrain et économique et diplomatique et parfois même politique africain avec énormément d'agressivité comme il ne le faisait pas avant. Donc la France se trompe peut-être d'adversaire en pensant que son seul concurrent sur le terrain africain, c'est la Russie. La Russie vient
pour un secteur où elle a des choses à proposer, notamment à travers Wagner. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont de retour, Israël est là, la Turquie est là, l'Iran est là et de nombreux autres partenaires, dont l'Allemagne, sont également en train de labourer le terrain africain, qui est devenu un carrefour diplomatique à nul autre pareil, où se bousculent les partenaires. Donc l'Afrique a le choix et il faut intégrer cela désormais dans l'échiquier diplomatique international. À Brazzaville, comme vous l'aviez dit, c'est la question mémorielle qui a été plus abordée. Alors, lui, Magloire Kemayou, qu'est-ce qu'on peut prendre justement des entretiens, ou bien de l'entretien entre le président Macron et le président Denis Sassou Nguesso? Ils ont été très peu bavards. Ils ont tenu une conférence de presse qui a été étrangement très courte. Elle n'a même pas duré 20 minutes. Je pense qu'on était dans entre 10 et 15 minutes au maximum. Comme s'il n'y avait pas grand-chose à dire concernant leur rencontre. Ils ont évoqué notamment la question de la mémoire, le micro dans lequel le président, le général Charles de Gaulle s'était exprimé. Et puis ils ont parlé du palais des gouverneurs et de toutes les actions mémorielles qui vont être menées par rapport à la libération de la France. Mais je crois qu'ils ne sont pas rentrés dans le détail de la communication pour que nous puissions partager avec eux ce qui a véritablement marqué le fond de leur discussion. Mais nous savons que nous entrons dans une année mémorielle. D'ailleurs, le président Sassou a invité le président Macron à plusieurs manifestations qui vont se tenir et sur lesquelles il espère que le président français sera présent. Le président français, quant à lui, a insisté sur l'implication du président Sassou Nguesso concernant le règlement de la crise que traverse la Libye, qui est aujourd'hui devenue presque un non-État depuis la chute de Muammar Kadhafi. Donc ce sont des sujets importants, mais sur lesquels ils nous ont sevrés de paroles officielles. On fera avec. Alors, sur cette question du règlement du conflit justement en Libye, est-ce que vous, particulièrement, vous pensez que le président Denis Sassou Nguesso est le président habilité pour pouvoir faire ce travail? C'est celui qui a été désigné par ses pairs pour s'en occuper. Donc, qu'il soit légitime ou pas, c'est une légitimité qui lui a été confiée par ses pairs. Donc, nous ne pouvons que suivre ce qu'il fait. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est dit sur son activité. On sait ça fait quelques années qu'il est en train de travailler sur ce dossier. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'abord parce que c'est un terrain où de nombreux intérêts se croisent. Il y a la Turquie qui intervient, il y a la Russie qui intervient, il y a la France qui intervient. Et puis il y a quelques pays arabes également. Il y a l'Égypte qui a besoin également de s'assurer qu'en Libye, les choses se passent bien. La Tunisie regarde cela avec beaucoup d'intérêt. L'Algérie aimerait pouvoir également être assurée sur le flanc de sa frontière avec la Libye. Donc tout le monde est concerné et en même temps, il est difficile d'avoir une position africaine qui porte véritablement, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de résultats. Avant même le bombardement de la Libye, quand la résolution de 1973 avait été votée, les Africains avaient demandé à être entendus par rapport à cette résolution-là et surtout par rapport à la velléité de bombardement qui était celle du président Nicolas Sarkozy à l'époque. Ils n'ont pas été beaucoup entendus. Ils ont même été menacés de voir leur avion abattu si jamais ils allaient en Libye. Donc, les Africains n'ont pas été beaucoup écoutés avant la crise. Peut-être qu'ils le sont aujourd'hui, mais ils le sont à minima. Et les résultats de la médiation ne sont pas très éloquents. Donc, pour le moment, on espère qu'il en aura beaucoup d'autres, mais la crise s'est tellement enlisée, le pays s'est tellement enlisé dans la crise qu'il faudrait beaucoup plus qu'un médiateur, fût-il Sassou Nguesso, pour sortir le pays de sa situation de crise. Et puis Kinshasa, en République démocratique du Congo, Magloire Kemayou, on a vu des jeunes, au moins une dizaine, manifester contre la venue du président Emmanuel Macron. Et plus loin, on voit d'autres jeunes congolais et africains qui font selfie avec le président Emmanuel Macron. Alors, votre point de vue, c'est un peu paradoxal. Oui, ce qui est même le plus singulier dans ce voyage, le plus surprenant, c'est que le président Macron ait choisi d'aller en République démocratique du Congo de nuit. C'est assez surprenant. D'habitude, ça se passe différemment, mais c'est pas grave. Il est allé de nuit. Il y a des jeunes qui n'en voulaient pas, il y en a d'autres qui étaient très contents de le recevoir et de faire des selfies avec lui. La vie est ainsi faite, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je crois que cette étape de la République démocratique du Congo a montré à quel point la France a eu un passé très glorieux dans ce pays et aujourd'hui court après ce passé-là. Le président Macron voudrait bien apporter son aide à la RDC sur plusieurs terrains.
mais il est dans une équation très compliquée parce que après la normalisation des relations avec le Rwanda, qui est aujourd'hui devenu pour le Congo le principal ennemi, il ne peut pas jouer à être à moitié ami avec les Rwandais et à moitié ami avec les Congolais, où il est entièrement ami avec l'un, où il est entièrement ennemi avec l'autre. Et d'ailleurs, la question qui lui a été posée était de dire, est-ce que vous condamnez le M23 et l'agression que la RDC subit de la part du Rwanda? Difficile de se prononcer dessus quand on est président français. Et il a essayé de noyer le poisson en disant qu'il y a une médiation en cours qui est portée par les pays africains et que ce sont d'abord la RDC et ses voisins qui doivent trouver une solution et que si, au terme des accords, une partie ou une autre ne respectait pas sa parole et le calendrier fixé, alors là, il y aurait des sanctions et la France ne tremblerait pas pour sanctionner. Eh bien, on est fixé. Il y a eu plusieurs moments pendant lesquels les accords n'ont pas été respectés, ni l'agenda. Je n'ai pas beaucoup entendu la France là-dessus. Et je ne sais même pas si la France se prononçait sur le dossier, si elle serait écoutée, en dehors du fait qu'elle aurait pris une position. Le côté humanitaire aujourd'hui aux Nations Unies est entièrement géré par la diplomatie française. C'est-à-dire toutes les opérations humanitaires qui sont lancées dans le monde entier sont coordonnées par un diplomate français depuis plusieurs années. C'est devenu presque un poste réservé aux Français. Or, quand vous prenez la situation à l'est de la RDC, notamment dans l'Ituri et dans les deux Kivu, je ne suis pas certain que les efforts d'un seul pays suffisent. Artemis, qui est l'opération européenne qui s'était construite autour des Nations Unies, mais qui avait été la première grosse opération de l'Union européenne à l'extérieur de ses frontières et surtout sur le continent africain, a été un échec. Les Nations Unies ont déployé une force sur place qui aujourd'hui est la plus grosse opération jamais déployée par les Nations Unies, mais qui n'obtient pas de résultats. Ça fait 30 ans que ça dure et je ne sais pas si un pays à lui tout seul pourra dire, malgré l'échec de l'Union européenne, malgré l'échec des Nations Unies, moi, je vais trouver une solution, je vais vous régler ce problème. Que ce soit la France ou un autre pays, je ne vois pas comment ça peut se faire. Et c'est devant cela qu'il faut aujourd'hui se montrer très humble et dire, malgré toute sa bonne volonté, la France doit rester à sa place. C'est un partenaire, c'est bien, mais ce partenaire doit reconnaître que s'il accompagne ses vis-à-vis ses homologues africains, tant mieux. Mais s'il veut être celui qui peut réaliser tout et n'importe quoi, y compris dans un contexte difficile, parce que ce que l'on ne dit pas de cette mission des Nations Unies qui a du mal à réussir, c'est qu'elle a un mandat de maintien de la paix. Sauf qu'elle arrive dans un contexte de guerre. Comment est-ce qu'on maintient la paix dans une zone qui est déjà en guerre? C'est impossible. Si on ne change pas le mandat et si on ne change pas la manière de mener cette opération, je suis convaincu qu'elle restera un échec et la France, malgré sa bonne volonté, après cette visite, ne fera pas de miracle par rapport à la situation de la RDC. Infini merci à vous, Lieu Magloire Kemayou. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste et écrivain. Bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine. Allez, on marque la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.